Bonjour à tous. Moi, je suis Cédar Simo, je viens de l'UQAM. Pour l'instant, je fais une thèse et ça, c'est pratiquement le projet de thèse parce que c'est pratiquement une thèse qui est en cours. Euh, le sujet, c'est bien la réponse aux inondations majeures au Québec, chose que l'on va analyser sous le prisme de la complexité et la résilience. C'est une présentation qui se fera autour de 6 points clés. D'abord, je vais vous présenter une introduction, une mise en contexte, un état de la situation au Québec, les objectifs poursuivis dans le cadre de ce travail, la conceptualisation de la recherche et enfin l'opérationnalisation et les contributions attendues. Il y a plusieurs décennies de cela depuis que le monde a pris un nouveau tournant en matière des événements majeurs. Là, je veux parler des tremblements de terre, des tsunamis, des inondations violentes, des cyclones, etc. Alors, parmi ces événements-là, il y a un groupe qui m'intéresse particulièrement, c'est le groupe des événements d'ordre hydroclimatique. Je parle des événements d'ordre hydroclimatique. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, il s'agit d'événements qui sont typiquement liés au réchauffement climatique. Et aujourd'hui, le changement climatique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut regarder en arrière-plan. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut regarder en marge. C'est pratiquement quelque chose de visible. Et aujourd'hui, nous vivons les conséquences du réchauffement climatique. Et parmi tous les événements d'ordre climatique qui affectent nos sociétés d'aujourd'hui, il y a les inondations qui sont particulièrement préoccupantes. Et moi, dans le cadre de mon travail, je me suis surtout intéressé à la réponse aux inondations. Mais peut-être que vous allez me demander pourquoi s'intéresser à la réponse aux inondations. Et si pendant longtemps, on a toujours pensé qu'il faut surtout agir en amont pour empêcher la catastrophe ou réduire sa probabilité d'occurrence, mais aujourd'hui, plus que jamais, la réponse à ces événements devient une nécessité. Parce que tôt ou tard, quelles que soient les actions que vous pouvez mener, quelles que soient les dispositions que vous pouvez prendre, il est impossible d'empêcher la catastrophe, il est impossible d'empêcher l'arrivée de l'événement. Et de plus, c'est encore plus préoccupant quand on pense qu'on peut empêcher l'arrivée de ces événements à partir des solutions purement techniques. Par exemple, l'érection des barrages, la mise en place des digues. Parce que, bien évidemment, à partir du moment où on commence à faire ces genres de dispositions, eh bien, ça va créer au sein de la communauté une sorte de sécurité, bien, je dis, une fausse sécurité du côté de la population qui fait que vraiment la population, à l'arrivée d'un événement majeur, eh bien, il ne sera pas capable de réagir efficacement et ce qui constituera bien évidemment une sorte de vulnérabilité du côté de cette population. Alors, et pour comprendre bien ce que nous sommes en train de parler, vous pouvez seulement faire référence, par exemple, au déluge du Saguenay en 1996. On aurait pu penser aussi aux inondations dans la Nouvelle-Orléans aux États-Unis en 2005. Mais plus près de chez nous, on aurait pu penser aux inondations de 2017, 2019 au Canada et en France, en Espagne, aux États-Unis, en dépit de toutes les dispositions qu'il arrive à prendre pour empêcher l'arrivée de ces événements, vraiment, quand l'événement doit arriver, plus rien ne va marcher. Ça veut dire que l'événement va arriver coûte que coûte. Alors, nous autres, qu'est-ce que nous essayons de comprendre? Eh bien, si actuellement au Canada, c'est près de 19% de la population canadienne qui vit en zone inondable selon les données disponibles. Et c'est un chiffre qui fait pratiquement près de 7 845 000 personnes qui vivent en zone inondable actuellement au Canada. Et pour le Québec uniquement, c'est pratiquement 1 800 000 personnes qui vivent en zone inondable selon les données publiées. Et quand on regarde les événements produits en 2017 et en 2019, pratiquement 314 municipalités ont été touchées pour un bilan économique qui fait jusqu'à 390 millions de dollars.
Alors, malgré tout cela, quand on regarde du côté de la population en termes de perception du risque d'inondation, une étude menée par l'Observation québécoise sur l'adaptation au changement climatique a prouvé qu'en 2015, c'est pratiquement 26,3% de la population québécoise qui habitait en zone inondable, qui n'était même pas conscient que leur zone était inondable. Et quand on arrive en 2019, malgré les inondations de 2017 et de 2019, pratiquement l'étude a été menée après les inondations de 2019, pensant que le chiffre va être diminué, mais au contraire, le chiffre va augmenter. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vivent en zone inondable sans même avoir la conscience que leurs zones sont inondables. Et quand on regarde un deuxième paramètre, c'est au sein de cette même population se trouvant en zone inondable, c'est pratiquement près de 42% de cette population-là qui vit en zone inondable, même si cette population sait que leur zone est pratiquement inondable, mais eux, ils accordent très peu d'importance au risque d'inondation parce que peut-être qu'ils pensent que c'est peut-être le gouvernement qui va faire quelque chose pour eux, mais eux, il accorde très peu d'importance au risque d'inondation dans cette zone-là. Et en 2019, au lieu de voir le chiffre diminuer, c'est un chiffre qui tend à augmenter. Mais pour l'instant, on ne connaît pas comment est-ce que ça, mais à quel niveau que cela est pour l'année 2026, mais pratiquement, probablement, c'est soit la même situation où ça sent. Quand on regarde du côté des projections climatiques, eh bien, selon les données publiées et les projections faites par Ouranos, on constate que d'ici 2080, il va y avoir une augmentation des changements climatiques, des concentrations de gaz à effet de serre qui va contribuer à réchauffer un peu plus le climat. Et si le climat si la température va augmenter, le réchauffement climatique va augmenter, ça va entraîner des conséquences, bien évidemment, sur le volume des précipitations qu'on aura à recueillir sur le territoire. Et quand on regarde cette représentation cartographique, vous allez voir dans les pays du Nord, pratiquement, il va y avoir une hausse des précipitations. Et qui dit hausse des précipitations, cela va contribuer à une augmentation du volume d'eau au niveau des lacs, une augmentation du volume des pluies, et ce qui, par ricochet, va provoquer justement des inondations qui seraient beaucoup plus intenses et beaucoup plus fréquentes. Par rapport à tout cela, pensant que la réponse aux événements majeurs pourrait être une priorité, des études menées en 2021 ont montré que jusqu'à présent, le Canada reste au bas de l'échelle en termes de recherche dans le domaine de la réponse aux événements majeurs. Il n'y a que les États-Unis et la Chine qui sont pratiquement en hausse, mais vous allez voir ici, le Canada se trouve en 6e position et ceci vraiment au bas de l'échelle en termes de recherche dans le domaine de la réponse aux inondations. Alors, par rapport à tout cela, notre question, c'est dans quelle mesure les communautés seront-elles capables d'affronter des inondations majeures qui peuvent frapper les territoires à l'avenir. Alors, pour cela, nous avons fixé pour objectif d'identifier les acteurs et les groupes d'acteurs impliqués dans la réponse aux inondations au Québec, inventorier les principaux enjeux exposés ainsi que les possibilités d'effets en cascade sur le territoire et reconstituer le récit collectif sur la complexité des événements historiques au Québec et enfin identifier des leviers d'action pour renforcer les capacités adaptatives locales face aux inondations. Et nous parlons d'inondation, mais juste un petit rappel, quand on parle d'inondation à ce niveau, mais on comprend qu'une inondation, c'est pratiquement une sorte de submersion temporaire d'une zone qui est habituellement sèche. Mais ça va dépendre de l'ampleur de cet événement, ça pourrait donner une inondation majeure. Et à ce niveau, quand nous parlons d'inondation majeure,
c'est pratiquement des événements qui sont caractérisés par une très faible probabilité d'occurrence dans notre contexte, mais avec un fort pouvoir destructeur. Et ce sont pratiquement des événements hors cadre qui dépassent ordinairement la capacité de gestion des systèmes traditionnels. Alors, quand nous sommes dans le domaine de la gestion des inondations, comprenez bien qu'il y a pratiquement trois grandes phases. Une phase de prévention, c'est-à-dire avant que l'événement arrive. Une phase de réponse. Pendant que l'événement arrive, il faut que l'on soit capable d'apporter une réponse pour réduire les impacts de l'événement. Et enfin, le relèvement post-catastrophe. Alors, nous autres, ce qui nous intéresse, c'est surtout la phase de réponse. Alors, quand nous parlons de réponse, s'il s'agit d'une inondation majeure, la réponse à apporter dans ce cas, ça doit être une réponse d'urgence. Et la réponse d'urgence à ce niveau doit être faite non seulement du côté individuel, du côté de la communauté et du côté des autorités légalement établies. Alors, quand cela va se faire, vu la grande quantité de personnes qui doivent s'impliquer dans la réponse, c'est-à-dire qu'il y a la population, tout à l'heure, nous venons de parler de près de 2,8 millions personnes qui vivent actuellement en zone inondable au Québec, c'est-à-dire ça va dépendre de la zone qui sera affectée par l'inondation. Vous allez donc comprendre quelle quantité de personnes à gérer en même temps. À mesure qu'il y a une plus grande population à gérer, à mesure que les autorités, les diverses institutions qui doivent être impliquées, mélangées avec les infrastructures qui peuvent être saturées, donc ça va provoquer comment je devrais dire, ça va provoquer une sorte de complexité qui fait que vraiment la réponse sera beaucoup plus difficile à acheminer. Et à ce niveau, quand nous parlons de complexité, cela renvoie directement au caractère difficilement compréhensible et prévisible d'une situation résultant des multiples interactions et interdépendances entre les différents éléments impliqués à travers le système. Alors, nous parlons de la résilience aussi comme possible moyen pour essayer de contrecarrer tout ce qui pourrait arriver de négatif par rapport aux événements externes qui pourraient frapper nos communautés. Et à ce niveau, quand nous parlons de résilience, ça fait référence justement à cette capacité à anticiper, à résister, à s'adapter et à se reconstruire à la suite de l'événement qui pourrait qui pourrait frapper la zone. Nous parlons aussi de la réponse aux inondations. Comprenez bien que la réponse aux inondations doit se faire en réalité suivant 6 grandes étapes. D'abord, il va y avoir l'émission des signaux d'alerte. Ça veut dire à partir du moment où on sait que l'événement va frapper la zone, il faut que vraiment tous les dispositifs soient mis en place pour alerter la population, les informer qu'il va y avoir des inondations d'eau pour que de leur côté, ils savent vraiment quelles sont les dispositions à prendre à ce niveau. Deuxièmement, c'est l'organisation des évacuations d'urgence pour pouvoir retirer justement les populations exposées dans les zones inondables. Il faut justement il faut justement avoir une bonne capacité d'organisation des évacuations et les populations qui sont évacuées doivent être relocalisées et c'est à partir de ce moment que nous allons parler de la relocalisation de la population évacuée. Mais cette population-là qui est évacuée, qui est hors de la zone d'urgence ou de la zone de danger, donc cette population aura besoin justement des kits de secours que nous autres nous appelons des kits de secours d'urgence. Et mis à part des kits de secours d'urgence qu'il faut distribuer, il faut y avoir justement la continuité des activités, je dis des activités essentielles. Parce que, bien évidemment, à partir du moment où il y a une inondation qui frappe une zone, cela ne va pas empêcher, par exemple, ceux qui sont sous dépendance médicale, par exemple. Ils auront toujours besoin d'aller à l'hôpital. Mais il se pourrait bien que la route peut-être soit bloquée à cause de l'inondation.
il se pourrait bien que les systèmes électriques ne fonctionnent pas. Donc, un ensemble de facteurs qui peuvent agir sur la bonne gestion même de l'événement au moment où ça se passe, eh bien, il faut justement développer des stratégies pour mener des activités malgré l'événement. Et enfin, c'est l'accélération du processus de retour à la normale qui, de toute façon, doit favoriser une reprise des activités ordinairement et au sein de la communauté. Alors, pour atteindre les objectifs qui sont fixés dans le cadre de ce projet, nous avons fixé nous avons fixé 3 axes de recherche. D'abord, nous allons étudier les interactions entre les différents groupes d'acteurs qui sont impliqués dans la réponse à ces événements, étudier les interconnexions à l'intérieur des systèmes socio-techniques présents et enfin, étudier la mémoire des événements passés. La méthodologie que nous comptons adopter sera chapeautée autour de 2 grandes phases. Déjà, une phase de recherche documentaire et deuxièmement, une phase de recherche empirique sur les terrains. Alors, pour la recherche documentaire, c'est justement l'alimentation de la documentation justement à travers la recherche dans la littérature scientifique, la littérature grise. Et quand il s'agit de ce qui a trait à la recherche empirique sur le terrain, cela concerne surtout les observations sur le terrain, les entretiens semi-dirigés que l'on peut mener et l'opérationnalisation à partir d'une méthodologie dite ANDEC. Alors, la méthodologie appelée ANDEC, c'est l'analyse des modes de défaillance basés sur leurs effets et leur criticité. C'est pratiquement une méthodologie utilisée dans la sûreté de fonctionnement, mais qui de nos jours, on essaye à chaque fois de l'adapter dans d'autres contextes, puisque ça a donné beaucoup de résultats dans le domaine de l'ingénierie, dans les industries, dans la sûreté de fonctionnement, mais aujourd'hui, on essaye de l'adapter à la bonne gestion des risques naturels. Alors, la démarche que nous comptons adopter pour arriver à ce projet, c'est d'abord une identification des acteurs qui doivent pouvoir participer dans les rencontres pour les entretiens semi-dirigés. Deuxièmement, identifier les secteurs de la vie urbaine qui, de toute façon, peuvent être impactés par rapport à l'événement qui pourrait se passer, là nous parlons des inondations, et identifier les différentes fonctions au sein de chacun de ces secteurs-là, voir dans quelle mesure ces fonctions-là peuvent être impactées. Par exemple, si nous voulons parler des fonctions, nous aurions pu prendre, par exemple, les secteurs de la santé, l'alimentation de l'eau, l'électricité. Donc, ce sont des secteurs, justement, à partir du moment où il y a un événement majeur, donc ils peuvent être impactés. Et à l'intérieur de chacune de ces fonctions-là, nous allons identifier justement les défaillances existantes. Et les défaillances, quelles sont leurs causes? Quels sont ces modes de défaillance-là et quels sont les effets de ces défaillances? Et à partir de ces informations-là, nous aurons cette possibilité à trouver la criticité liée à ce qui pourrait se passer. Par exemple, quand nous parlons de criticité, la criticité, bien évidemment, doit être une combinaison entre la fréquence de ce qui pourrait se produire et la gravité de ce qui pourrait se produire. Donc, quand on va faire le croisement entre les deux, la fréquence et la gravité, donc ça va nous donner la criticité. Et une fois que nous avons la criticité, cela peut nous servir à faire une sorte de hiérarchisation des risques. Et une fois que on arrive à les hiérarchiser, on sera capable justement de connaître quels sont les secteurs à donner beaucoup plus de priorité et quelles sont bien évidemment les actions à entreprendre pour réduire la vulnérabilité de la population et faciliter une meilleure gestion de l'événement. Alors, en termes de contribution attendue, pour l'associer pratiquement faire progresser la recherche scientifique sur un aspect pratiquement sous-étudié dans le contexte québécois, qui est donc la réponse aux inondations majeures,
Et pour la communauté, c'est offrir aux autorités des pistes pratiques de réflexion pour l'amélioration de la résilience collective. Et enfin, c'est pratiquement un travail qui doit contribuer au développement personnel de la personne qui mène cette recherche. Sur ce, je vous remercie. Merci, c'était très intéressant. Ce serait maintenant le temps d'accueillir les questions, commentaires, suggestions. Thomas? Merci, madame, pour la présentation, très claire. Je me demandais si vous aviez déjà identifié les secteurs d'études au niveau de votre projet. Est-ce que c'est à l'échelle du Québec? Est-ce qu'il y a des régions particulières? Mais oui, pour l'instant, j'ai choisi le territoire de Laval pour mener cette recherche, mais avec mon directeur Yannick Aymon, nous sommes en train de réfléchir quel serait le ou les terrains les mieux appropriés parce que autant de fois que nous pouvons tester avec la recherche sur plusieurs terrains, peut-être que ça pourrait donner beaucoup plus de résultats. Donc, nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Mais pour l'instant, là, nous choisissons Laval de façon claire. Intéressant, merci. On avait des collègues de Laval hier qui étaient ici avec nous. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce coin-là. Autres questions, commentaires? Oui. Stéphane. Oui, en fait, le concept de criticité que vous avez cité, j'aimerais peut-être si vous pouvez elaborer. Je ne connais pas le concept, donc c'est quels auteurs qui ont mobilisé ce concept? Vous l'avez trouvé et c'est quoi l'avantage de l'outil? En fait, et dans le domaine de la gestion des risques, quand on a plusieurs, comment je vais dire, quand on a plusieurs niveaux de risque, il y a cette possibilité de les classifier. Et quand on va les classifier, c'est à partir de leur criticité. Leur criticité, cela sous-entend, eh bien, c'est à quel niveau que cela pourrait causer de dommages à la communauté ou suivant l'objet qu'on étudie, à quel niveau que ça pourrait causer de dommages. Et quand nous parlons de la méthodologie AMDEC, c'est une méthodologie développée assez longtemps, mais qui à chaque fois subit des mutations. Et l'AMDEC, en réalité, le premier acte, vous voyez, c'est l'analyse, M pour les modes, D pour les défaillances, E pour les effets, et le dernier C, c'est pour la criticité. Donc, c'est un modèle développé. Il y a beaucoup de recherches qu'on mène là-dessus. Et aujourd'hui, c'était beaucoup plus développé dans le domaine de la sûreté de fonctionnement. C'était surtout pour ceux qui sont en génie industriel qui l'utilisaient dans le temps. Mais aujourd'hui, on commence à l'étudier à travers la gestion des risques naturels et voir comment est-ce que cette méthodologie-là pourrait apporter justement une contribution à une meilleure gestion et à une meilleure compréhension des risques naturels à l'échelle de nos sociétés. Super, bien merci pour l'introduction de ce nouveau concept, du moins pour Stéphane et moi. Alors, merci de votre présentation.